Lacan, nous et le réel, 75e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Comme nous l'avons vu la dernière fois, le fait de faire appel à une réalité peut avoir des conséquences fâcheuses dans la cure, et même désastreuses. Partir d'une réalité, c'est par exemple, comme nous l'avons vu la dernière fois avec Ruth Lebovici, eh bien, elle dit aussi autre chose à son analysant. Elle lui dit, alors qu'il fantasme de coucher avec elle, alors il faut savoir que, évidemment, coucher avec son analyste, c'est vraiment le fantasme le plus répandu, notamment parce que ça empêche de livrer la vérité de son désir. Donc c'est une résistance, hein, et surtout de la part des femmes, c'est beaucoup moins impliquant pour elles de livrer leur corps, en quelque sorte, que la vérité de leur désir. Donc la résistance ultime, c'est ça. Évidemment, un analyste qui est un vrai analyste ne se laissera pas entraîner là-dedans, puisqu'il restera dans sa position qui est celle d'être l'objet petit a, à n'en faire que le semblant, et donc il ne cédera pas à ce qu'il croit être une tentative de séduction, qui est juste une défense de la part de l'analysant. Et donc, de l'analysante, en l'occurrence. Mais il peut aussi y avoir les analysants, bien sûr, puisque vous savez que la sexualité, c'est quelque chose de très problématique. C'est très problématique, notamment parce que, nous l'avons vu notamment dans le 72, l'erreur qui est faite, c'est de considérer que la pulsion, comme Freud l'a défini lui-même, hein, un être de mythe grandiose par son indétermination. Donc ce qui veut dire que la pulsion est avant tout un écho qu'il y a un dire qui parcourt le corps. Donc la pulsion n'est pas à confondre avec l'acception que nous pouvons en donner dans notre monde contemporain où la mise en scène d'objets est censée déterminer chez nous, déclencher ce qu'on appelle des achats pulsionnels. C'est-à-dire qu'un objet déchaîne une pulsion, hein, que ce soit n'importe quel type d'objet. Or, le désir, comme nous l'avons vu, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est une désinence du dire, le terme même de désir. Donc le désir renvoie toujours du côté du signifiant. Ce qui veut dire que le désir, c'est ce qui détermine le sujet, et le travail de la cure, c'est un travail du sujet par rapport à la parole qui est déterminée, elle, par le désir de l'analysant. Et ce désir, c'est ce qui le spécifie en propre. Or, comment situer ce désir? J'ai dit que le désir et la loi étaient la même chose. C'est pour autant, et en ce sens, que le désir et la loi ont leur objet commun. Il ne suffit donc pas ici de se donner à soi-même le réconfort qu'ils sont l'un par rapport à l'autre comme les deux côtés de la muraille, ou comme l'endroit et l'envers. C'est faire au bon marché de la difficulté. Le désir semble être l'objet même de la psychanalyse. On peut dire que la psychanalyse se présente comme une manière de décrypter ce qu'il en est du désir. La manière dont nous apparaît le désir, c'est comme quelque chose qui détermine dans le fond
un ensemble de comportements, d'attitudes, et qui guident notre vie sans que nous en sachions rien. Le destin n'est que l'intelligence des choses qui se courbe devant les désirs secrets de celui qui croit subir, mais en réalité provoque, appelle et séduit. C'est-à-dire, le désir, en psychanalyse, se spécifie d'être un désir inconscient. Or, je l'ai assez répété, le désir fait la loi au sujet et le langage fait la loi du désir. Donc, ce qui veut dire que le désir ressortit intégralement de l'ordre du signifiant. C'est la raison pour laquelle un travail analytique réussi va permettre au sujet de s'acheminer vers la parole. Donc toute chute vers la réalité va entraîner donc le fait de s'éloigner du champ du signifiant, puisque la réalité c'est plutôt de l'ordre du signifié. Et c'est imaginaire dans la mesure où nous nous imaginons. Imaginaire, c'est s'imaginer, S', par rapport à l'imagination qui est imaginée. Donc, dans la réalité, nous nous imaginons que nous percevons tous la même chose. Or, le désir, c'est vraiment ce qui spécifie le sujet en lui-même. Là, il faut revenir sur une remarque faite par Lacan, mais qui s'éprouve tout de suite dans l'expérience analytique, c'est la division qui est opérée dans la cure analytique entre celui qui est allongé sur le divan et ce qui parle à travers lui. Celui qui parle, c'est pas celui qui est allongé sur le divan, hein, c'est le sujet. Donc s'il y a cette dimension de fraternité dans la parole que l'on retrouve exclusivement dans le discours analytique, où d'autres serions-nous frères si ce n'est dans ce discours-là, c'est parce que, justement, l'analyste, lui, se met en position d'être objet, objet petit a, la cause du désir de l'analysant, à n'en faire que le semblant. Ce faisant, il crée une intersubjectivité qui n'est pas perverse. Toutes les autres intersubjectivités sont perverses. C'est-à-dire, elles pervertissent le fait que, pour qu'il y ait un sujet, il aura fallu qu'il y ait un objet. Puisque dans la genèse de l'apparition de l'objet, l'apparition de l'objet permet justement le fait que le sujet se prenne dans la chaîne signifiante et accepte d'entrer dans le défilé des signifiants, à toujours être représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Et pour ça, l'objet va servir de recel d'un signifiant sur lequel il peut se fixer pour ne pas se trouver aspiré dans l'infini de la chaîne du langage et qui l'amènerait à un état de vertige. D'ailleurs, c'est cet état de vertige que l'on peut retrouver au moment de la destitution subjective où justement plus aucun mot, plus aucun terme du langage ne satisfait le sujet. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'appuyer sur aucun grand autre, là. Il est livré au pur mouvement que le sujet court toujours dans la chaîne signifiante et inarrêtable en tant que tel, sauf bien sûr à le saisir par son objet. Donc l'objet du désir, l'objet petit a en psychanalyse, c'est ce qui permet de remonter jusqu'au sujet sans avoir à viser le sujet lui-même parce qu'il est indiscernable du fait de toujours disparaître, être en aphanésis entre un signifiant et un autre signifiant. À quoi donc s'identifie-t-on à la fin de l'analyse? Est-ce qu'on s'identifierait à son inconscient? C'est ce que je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que l'inconscient reste, je dis reste, je ne dis pas reste éternellement, parce qu'il n'y a aucune éternité, reste l'autre. C'est de l'autre avec un grand A qu'il s'agit dans l'inconscient. Je ne vois pas que
on puisse donner un sens à l'inconscient, si ce n'est de le situer dans cet autre porteur des signifiants qui tire les ficelles de ce qu'on appelle imprudemment. Imprudemment parce que c'est là que se soulève la question de ce qu'est le sujet à partir du moment où il dépend si entièrement de l'autre. Alors, en quoi consiste ce repérage qu'est l'analyse? Est-ce que ça serait pas s'identifier en prenant ses garanties, une espèce de distance, s'identifier à son symptôme? Donc vous voyez bien que le travail d'une analyse à proprement parler ne consiste en aucun cas à emmener l'analysant dans notre réalité. Ça, c'est justement, comme le définit Lacan, le propre de la canaillerie, c'est-à-dire de se faire le grand autre de quelqu'un, le grand autre d'un sujet, et de l'amener dans notre propre réalité. Donc, ce qui veut dire que la position de l'analyste est une position absolument éthique, sinon il n'y a pas d'analyse. D'ailleurs, éthique est l'un des synonymes de discours en analyse. Puisque vous savez, il y a 4 discours, plus le discours capitaliste, bien sûr, qui ne fait pas lien social et donc qui n'est pas considéré comme un discours à part entière, mais il n'empêche que les discours, eux, font lien social et déterminent une éthique particulière, c'est-à-dire un certain type de lien entre la position en haut à gauche de la barre et la position en haut à droite de la barre. Et donc, un certain mouvement où le mouvement va venir du point de vue du refoulement, c'est-à-dire dans le discours de l'analyste, le S2, le savoir que suppose l'analysant à l'analyste, qui l'amène donc vers l'objet petit a que le psychanalyste lui-même, dont le psychanalyste lui-même prend la place à n'en faire que le semblant, et qui l'envoie sur le sujet barré, de telle manière que ce sujet barré peut se libérer, d'une certaine manière, produire un certain signifiant maître qui se libère et qui lui permet de sortir du discours courant et de changer de discours. Or, vous savez, toute l'analyse est axée sur l'amour. Le transfert, c'est de l'amour, mais c'est l'amour, bien sûr, pas au sens érotique, hein, c'est pas de l'éros, c'est pas non plus de la philia, c'est de l'agapé, c'est l'amour de l'autre, l'amour de l'autre en tant que il vit son propre désir. C'est pour ça que la psychanalyse est une forme de médiation, d'intermédiation, c'est-à-dire que faire accoucher du désir de l'analysant, c'est évidemment pour l'orienter ailleurs, pas vers l'analyste lui-même, mais l'amener à désirer et à aimer l'autre, un autre. Donc, nous sommes là dans une approche désirante qui nous pose la question, le désir est-il subjectivité? La formule est célèbre, le désir, c'est le désir de l'autre. Donc, comment peut-il simultanément définir une subjectivité et toujours revenir vers l'autre qui est l'inverse de la subjectivité? Eh bien ça c'est un paradoxe qui est connu depuis longtemps, en tout cas très bien exprimé par saint Augustin dans ses Confidences, puisque intimo intimeo meor, c'est ce qu'il y a de plus intime à moi-même, c'est ce qui m'est simultanément le plus étranger. Donc nous sommes dans une relation paradoxale à ce désir. Et cette relation paradoxale au désir, nous pouvons l'apercevoir notamment dans un exemple, puisque c'est aussi dans saint Augustin que nous trouvons le petit garçon pallidus, c'est-à-dire pâle d'envie devant son frère lactaneum, c'est-à-dire qui est en train de boire le lait de la mère, de téter, et sa figure livide, la jouissance, la jalouissance, comme dit Lacan, qui s'empare de lui à cette vue, elle est quelque chose qu'il repère comme un trait invariant de ce qu'on appelle
l'agressivité. Mais cette agressivité, ça va bien au-delà de l'agressivité. C'est en vérité un souhait de mort. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Amarcord de Fellini, mais il y a un moment où il y a une scène qui se passe, où il y a un homme qui sort d'un hôpital psychiatrique, voire peut-être même un asile de fous à l'époque, je crois qu'on les appelait comme ça, et qui est en train de monter sur un arbre et de hurler « Voglio una donna !» Une scène assez drôle. Donc « Voglio una donna », ça veut dire « je veux une femme ». Et pendant ce temps, pendant que tout le monde est préoccupé par ce personnage dans l'arbre, là, on voit un petit garçon qui se saisit d'une très grosse pierre comme ça et qui s'achemine avec cette grosse pierre pour la jeter dans un landau où il y a vraisemblablement son petit frère. Et là, sans que rien ne soit commenté, c'est presque, ça se passe en arrière-plan comme ça. Il y a la mère qui voit ça, qui court, qui enlève la pierre du petit, qui lui met une tape sur les fesses et qui lui crie dessus, etc. Et donc nous voyons qu'il y a là, dans l'arrivée d'un nouveau venu dans la famille, toujours cette dimension de l'agressivité, mais on l'a vu, c'est au-delà de l'agressivité, c'est qu'il meurt. Et ce qu'il meurt, même si l'enfant ne se le dit pas comme ça, ne se le représente pas comme ça, le fait qu'il mette en scène quelque chose de cet ordre-là, fait que c'est déjà une articulation signifiante. C'est-à-dire, c'est déjà pris dans quelque chose qui, justement, nous amène à ce qui n'est pas tout à fait le désir, mais qui va être le moteur sur lequel le désir se prend, c'est-à-dire la pulsion. La pulsion, nous l'avons vu, cet être de mythe, là, c'est une sorte de pulsation, donc de puissance qui va de l'intérieur vers l'extérieur et qui n'est pas déterminée par des objets, qui est elle-même en décalage avec elle-même. Je vous renvoie là à l'esquisse de la naissance des pulsions, telle que j'ai essayé de vous la retracer dans le séminaire 72, et qui arrive après que l'enfant ait pris conscience, c'est pas le mot, mais disons, se trouve arraché à son propre corps, qui est le corps de la mère, et donc transformé en pure pensée. Et on voit là que, vous vous souvenez que Geschlechtstrieb, là, c'est une pulsion qui est de se conformer au corps humain qu'il y a en face. Donc de créer son propre corps à l'image du corps qu'il y a en face. C'est pour ça que nous allons être tout le temps aliénés à l'image, qu'il y a une aliénation à l'image qui est primordiale et qui est très problématique pour tous les êtres humains. Cette aliénation à l'image, elle va l'amener dans les plus grandes catastrophes. Mais simultanément à cette pulsion-là, nous avons vu que se mettent en place très rapidement 3 pulsions qui sont directement corrélées et quasi simultanées, qui sont cette pulsion d'emprise, qui est une pulsion de destruction, c'est-à-dire qui est le fruit du dépit de ne pas pouvoir contrôler ce qu'il y a en face de nous. Donc, qui manifeste vraiment le champ de l'impuissance même du sujet. Cette impuissance-là, il va la transformer, il va la retourner, il va l'inverser en une puissance, c'est-à-dire de se saisir de n'importe quoi et de le casser. C'est ça l'origine de l'agressivité, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir ce qui lui échappe, pourquoi ne peut-il pas contrôler cela? Et cette pulsion-là, qui est une pulsion agressive, qui correspond au fort du fort Da, elle est immédiatement contrebalancée par le Da, c'est-à-dire l'objet qui revient, et cette fois, ça va être une pulsion d'élaboration psychique. Mais elle lui est corrélée, on ne peut pas dire que l'une soit en avance de l'autre, c'est directement lié à une capacité de retrouver une sorte de logique à travers ce qui se passe, qui lui traverse le corps, parce que ce qui lui traverse le corps, c'est déjà
une articulation signifiante. C'est-à-dire que la pulsion est déjà en tant que telle une articulation signifiante. Comme le dit Lacan, je le répète parce qu'on ne le répétera jamais assez, c'est l'écho dans le corps qu'il y a un dire. Qu'on dise comme fait, le désir reste oublié derrière ce qui est dit. Ce qui est dit n'est pas ailleurs que dans ce qui s'entend. Et c'est ça la parole. Moi, le dire, c'est un autre plan. C'est un discours. C'est ce qui, de relation, et qui vous tient tous et chacun ensemble, avec des personnes qui ne sont pas forcément celles qui sont là. Ce qu'on appelle la relation, la religion, l'accrochage social, qui se passe au niveau d'un certain nombre de prises qui ne se font pas au hasard, qui nécessitent très peu d'errance, ce certain ordre dans l'articulation signifiante. Et pour que quelque chose y soit dit, il faut autre chose que ce que vous imaginez. Ce que vous imaginez sous le nom de réalité. Parce que la réalité découle très précisément du dire. Le dire a ses effets dans ce constitue ce qu'on appelle le fantasme, c'est-à-dire ce rapport entre l'objectivital qui est ce qui se concentre de l'effet du discours pour causer le désir. C'est quelque chose qui autour et comme une fente se condense, qui s'appelle le sujet. Notre corps est déjà parcouru par la parole, et de ce fait, notre corps est déjà une parole, déjà articulée. Et ce que nous allons essayer de faire par la suite, c'est de retrouver le sens de cette parole. Alors, évidemment, c'est un universel, c'est-à-dire que nous sommes des êtres parlants. Donc, nous sommes censés être les porteurs de la parole, porter la parole. Même les animaux savent ça, et ils nous reconnaissent ça. Les animaux sont sacrifiés par rapport à nous, parce que nous, eux, ce sont des paroles incarnées, peut-être, mais ils ne sont pas les porteurs de la parole. Ils ne peuvent pas la porter eux-mêmes et l'articuler en tant que parole. Leur parole, elle est uniquement déjà dans leur corps. Or, nous avons la possibilité de la reprendre à notre compte, d'en faire quelque chose d'autre de cette parole. Et cette parole-là, c'est justement ce qui nous permet de comprendre cette notion de castration, puisque la pulsion elle-même, en tant qu'elle est déjà une articulation signifiante qui est coupée d'elle-même et inverse à elle-même dans son essence, elle cherche donc par la pulsion à s'exprimer, et c'est là où cette pulsation n'est pas à confondre avec le flux vital, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement déconnecté, décorrélé, décroché du besoin. Ça se passe sur un autre plan. Le besoin, tel que nous les connaissons, c'est-à-dire de nous alimenter, de boire, tous les besoins qui vont se présenter à nous vont être médiés par cette parole-là, qui elle-même est déconnectée de ça. Elle appartient à un autre ordre. Le terme d'ordre, là, est très important, puisque c'est de l'ordre symbolique lui-même qu'il s'agit, et que la pulsion est le premier représentant de cette puissance de l'ordre symbolique, puisque elle va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est pour ça, justement, que la notion de désir telle qu'elle apparaît en psychanalyse, elle est indissociable de cette notion de pulsion. Et il s'agit, dans le travail de l'analyse, paradoxalement, d'inverser le cours. C'est-à-dire, la pulsion apparaît comme première, prioritaire, dans l'ordre d'apparition, puisque
face à l'impuissance qui est éprouvée d'avoir perdu son corps et d'être juste un pur manifeste de la pensée, avec très peu de matériel symbolique, mais l'enfant, le bébé, pense. Il est déjà une tête qui va essayer d'articuler ce qu'il voit et ce qu'il sent, avec un matériel symbolique certainement réduit, mais pas inexistant, et qui va lui permettre justement de se représenter sa possibilité dans le monde, sa place dans le monde, de la chercher. Et le désir, comme nous l'avons vu, va venir dans un second temps dans le travail donc d'élaboration de ce sujet-là, qui est au départ un sujet non pas de la jouissance, mais un sujet à la jouissance. Parce que cette pulsion, elle est une jouissance. C'est-à-dire cette pulsion qui lui fait s'identifier à un corps comme étant une modélisation de ce qu'il doit construire en lui-même. C'est-à-dire cette pulsion d'espèce, c'est ça qu'il est, c'est ce qui est en face de lui, c'est l'origine du stade du miroir, qui s'accompagne des deux pulsions indissociables que sont cette pulsion d'emprise, cette pulsion de violence extrême, de destruction, de mort, ce vœu de mort, et la pulsion d'élaboration psychique, puisque c'est pour que l'élaboration psychique se mette en marche et que une sorte de satisfaction qui n'est pas tout à fait la satisfaction en son sens étymologique, puisque ça veut dire faire assez, satisfaction, mais qui est plutôt une jouissance. Une jouissance est éprouvée et qui parcourt le corps. Vous vous souvenez, dans la troisième, Lacan dit le ronron du chat, c'est sa jouissance, et puis dans un autre séminaire, il dit que la jouissance, ça va de la chatouille à la flambée d'essence. À la hauteur d'un discours qui après, il est possible de ce qui traverse la jouissance. C'est pas aussi frais qu'il est possible chez Stradivari. C'est pas commode. C'est pas commode de situer le point où le discours émerge. Soit quand il retourne à Chambre, aux environs de la jouissance. Évidemment, là-dessus, parfois, l'abandon. L'abandon de la question autour de la jouissance féminine. Non pas parler de la jouissance comme ça. Vous en êtes déjà assez libre. Donc vous sachiez que la jouissance, c'est une tonneau des Janaïdes. Une fois qu'on dira qu'on ne sait pas jusqu'où ça va, ça commence à la chatouille et ça finit par la flambée à l'essence. Ça, c'est toujours la jouissance. Donc on a cette dimension de l'effet de la parole sur un corps qui peut aller très loin, qui peut aller jusqu'à la flambée d'essence. Donc cette dimension-là, qui détermine le sujet à la jouissance, n'est pas encore le désir. Et dans le travail de l'analyse, il s'agit d'aller vers le désir parce que justement la pulsion est une impasse. Mais l'impasse qu'elle contient elle-même d'être toujours partielle, c'est-à-dire toujours divisée avec elle-même, et on peut dire dans un premier temps que le désir apparaît comme une sorte de possibilité d'unification des pulsions. Donc, si je reviens à cet enfant nouveau-né qui apparaît, il y a ce vœu de mort, il faut le dire comme ça, qui apparaît et qui est immédiatement recouvert par le discours qui est toujours, donc qui vient de l'autre, puisque la parole, l'enfant l'attribue au départ à la mère, puis au père, comme étant ceux qui sont les maîtres de la parole pour lui. Ce travail-là sur la parole va faire que le vœu de mort, qu'il meure, qu'il crève même, ça peut être dit comme ça, va être recouvert par une autre parole qui est qu'il est beau, je l'aime. Donc immédiatement se crée
deux plans de parole qui correspondent à la division interne de la pulsion, qui ne correspond pas à elle-même puisqu'elle se tire elle-même, elle est elle-même sa propre contradiction interne et elle ne vise pas un objet extérieur. Donc ça, bien sûr, ça invalide toutes les conneries absolues qui sont dites en ce moment sur la sexualité des enfants et la sexualisation des enfants. C'est vraiment ne rien comprendre à Freud que de vouloir sexualiser les enfants, puisque ce qui se passe là sur le plan de la pulsion est exclusivement destiné à ce que ça devienne un dire et que la jouissance qui est la jouissance autorisée, la jouissance civilisée, c'est la jouissance qui permet l'accès à la parole, c'est la jouissance de la parole elle-même, en tant que la jouissance est à prendre aussi et à entendre au sens juridique du terme, c'est-à-dire pouvoir jouir de la parole. C'est-à-dire, on peut en jouir. Elle nous appartient pas, la parole. Mais nous pouvons la prendre et nous pouvons en jouir. Et ça, c'est la métabolisation, justement, des possibilités pulsionnelles parcellaires, partielles, qui se contredisent les unes des autres et qui, par l'entremise du désir, vont trouver une forme d'unification par orientation vers la parole. Et vous allez voir que les enfants prennent beaucoup de plaisir, on peut dire là une jouissance même, la jouissance du blabla à parler et même à crier. Vous ne pouvez pas fréquenter une école, ici je suis au-dessus d'une école, et quand je vais au jardin des plantes, il y a toujours les enfants, etc. Dès qu'ils sont ensemble, les enfants, ils crient entre eux, c'est la jouissance de la parole, la jouissance du blabla, ils sont les porteurs de la parole. Donc, la manière dont on peut définir le désir aujourd'hui, ça va être de situer, un peu à la manière de Mélanie Klein, le désir entre ces deux lignes que sont la chaîne signifiante refoulée qu'il meurt et celle qui dit qu'il est beau, je l'aime. Donc le désir, il est entre les deux. Donc il est entre deux pôles. Ça veut dire que ce n'est pas... le désir n'est jamais à confondre avec son objet, ni avec sa cause, puisqu'il renvoie toujours à une possibilité que le sujet aille lui-même vers sa parole, s'achemine vers sa parole. Donc, c'est toujours par l'intermédiaire du fantasme, qui lui concerne la pulsion, puisque vous savez que le fantasme par rapport au désir, c'est la part de plaisir du désir, étant donné que le désir n'est pas forcément désirable. C'est là où, dans la fameuse assertion de Spinoza, le désir c'est l'essence de l'homme, il s'agit de savoir ce qui est désiré et ce qui est désirable. Et est-ce que le désir est toujours désirable? Ce n'est bien sûr pas le cas, puisque la subversion du désir va remettre en cause tout ce que vous avez échafaudé, élaboré. Mais cependant, le désir est prioritaire parce qu'il y a une éthique dans le désir. Cette éthique-là, dont je suis parti au début pour vous dire que c'est de l'ordre d'une expérience morale, c'est que l'enfant, tout petit qu'il soit, et le fait qu'il s'adonne au plaisir, donc au principe du plaisir, le Lustprinzip de Freud, va éprouver toujours ce qui est traduit en français par clivage du moi, mais c'est la Spaltung freudienne, c'est-à-dire une division dans le fait que l'apparition de quelque chose qui peut être dénommé comme, disons, l'ancêtre du surmoi, c'est une sorte d'obligation morale qui lui fait se dire, quand il s'adonne au plaisir, que, ce plaisir, il peut le perdre, peut-être s'il pousse ce désir un peu trop loin, s'il pousse ce plaisir un peu trop loin, eh bien, il y a quelque chose de létal là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va devoir toujours combiner, concilier pour essayer de faire avec cette contradiction qui est ce qui le pousse vers le plaisir, et puis cette autre chose qui est déjà l'amorce, le bourgeon de la loi morale,
qui va intervenir en lui pour le diviser, et comment peut-il faire pour satisfaire et l'un et l'autre? Et là, on est à l'origine même de la possibilité de la perversion. Alors, ça ne veut pas dire que tous les enfants vont devenir pervers, c'est pas du tout ça. Mais quand Freud prononce le terme de perversion polymorphe, ce qui veut dire, c'est que la pulsion n'est pas fixée. Et n'étant pas fixée, elle peut aller n'importe où. C'est pour ça que la sexualité, elle est problématique. Parce que la castration, ça veut dire ça. Ça veut dire que la pulsion, elle n'a rien à voir avec les objets intérieurs. Pour nous, la pulsion, qui n'est pas un instinct, justement, l'instinct, c'est pas la pulsion. Donc l'instinct animal, c'est un savoir de l'animal, un savoir inné, qui fait qu'il va reconnaître son prédateur ou ce qui est comestible pour lui, sans avoir à réfléchir là-dessus. Il ne va pas se poser la question, est-ce que je vais courir après la souris ou pas, le chat, il va y aller, quoi. Donc, il y a un instinct. Mais la pulsion n'a rien à voir avec l'instinct. La pulsion, c'est déjà un système qui est intégralement colonisé par la parole. Et pourtant, c'est une pulsion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pousse. C'est pour ça qu'il y a une confusion qui peut nous faire prendre la pulsion pour ce mouvement vital qu'on attribue un peu naïvement au désir a priori. Mais le désir n'est rien de vitaliste, cette chose-là. C'est justement, il appartient comme la pulsion, puisque le désir, c'est une forme d'organisation des pulsions entre elles, de telle manière que le sujet soit amené à sacrifier de lui-même un certain nombre de ses jouissances pulsionnelles pour s'acheminer vers la parole qui est la jouissance autorisée, la jouissance civilisée. Donc ça n'a rien à voir avec l'instinct, ça n'a rien à voir avec une poussée vitale, avec quelque chose qui est de l'ordre du besoin, quelque chose de naturaliste, quelque chose qui ne serait pas déjà parasité et colonisé par la parole comme c'est le cas. Le nourrisson et le sein. Voilà ce autour de quoi sont venus pour nous se concentrer tous les nuages de la dramaturgie de l'analyse, l'origine des premières pulsions agressives, de leur réflexion, voire de leur rétorsion, la source des boiteries les plus fondamentales dans le développement libidinal du sujet. Reprenons donc cette thématique qui ne convient pas de l'oublier sur un acte originel, essentiel à la subsistance biologique du sujet dans l'ordre des mammifères, celui de la succion. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui fonctionne dans la succion? Apparemment, les lèvres. Les lèvres où nous retrouvons le fonctionnement de ce qui nous est apparu comme essentiel dans la structure de l'érogénéité, la fonction d'un bord. Donc, nous essayons là de différencier et d'articuler ce qui est de l'ordre du désir, bien sûr, qui, en tant qu'il est déjà un petit peu élaboré. Élaboré parce que il y a un semblant d'organisation des pulsions qui s'est mise en route du fait que l'enfant apprenne à parler et qui va se fixer donc sur les paroles qu'il entend et le rapport de ces paroles au réel qu'il perçoit et ce qu'il va percevoir des effets de cette parole chez ses parents et sur lui-même. Donc c'est déjà quelque chose qui se met en place et qui s'élabore, et évidemment, comme il est là-dedans, il a perdu le rapport de la pulsion à un objet, puisque ça n'a jamais eu lieu, puisque c'est pas l'objet qui déterminait la pulsion, mais la pulsion lui a permis, en s'emparant d'un objet n'importe lequel, donc c'est la bobine du Forda, ou ça peut être le poupon, ou la lampe, ou je sais pas quoi, qui fait tomber par terre, etc. Donc l'objet, il est accidentel, il fait pas partie de la substance, la substance c'est le sujet, il est quelque chose d'accidentel, et il va se fixer là-dessus, mais artificiellement. Donc, ce qui en déroule de ça, c'est que dans l'expérience phénoménologique de l'enfant, qui se rend compte à un moment, je vous en ai déjà parlé, que comme la mère ne sait pas
ce qu'il pense, dans le fond, il a ouvert la porte du langage et le souffle de la liberté est venu vers lui. Mais en même temps que ce souffle de la liberté est venu le vertige des possibilités infinies du langage de se combiner entre elles. Et donc il a refermé cette porte et il est revenu vers les objets. Mais plus de la même manière cette fois. Donc les objets vont toujours devenir pour le désir des objets insatisfaisants. C'est pour ça que le désir est tragique, parce que un objet va se substituer à un autre objet, un autre objet, un autre objet, et le désir ne renonce jamais à réussir, ce qui fait que le désir est tragique. Par contre, la pulsion, elle, qui maintenant est prise dans les chaînes signifiantes, elle va toujours tourner autour de l'objet sans jamais l'atteindre. Donc elle va toujours rater l'objet. Et sa jouissance, ça va être d'en faire le tour, justement, puisque elle-même, elle se définit a priori indépendamment des objets. Donc la pulsion ne va jamais renoncer à rater l'objet, ce en quoi la pulsion est comique. Or, dans l'histoire du sujet, même si la pulsion apparaît comme première dans sa phénoménologie, dans le travail analytique, bien sûr, il s'agit d'inverser le sens et de passer du désir à la pulsion, puisque la pulsion, c'est, après la tragédie, la farce. C'est-à-dire que je ne peux plus m'accrocher à un objet autrement que comme recel d'un signifiant. Et donc le rater toujours, parce que le signifiant, lui, il est insaisissable aussi. Il est pris dans la chaîne de signifiants et il court en représentant toujours le sujet sans jamais justement s'arrêter. Donc le travail va consister à revenir vers la pulsion, mais cette fois en ayant fait un tour. Donc c'est là où on retrouve cette histoire de tour, qui est celle dont j'avais déjà parlé dans le fait de faire le tour des 4 discours. Évidemment, ce qui s'entend dans l'analyse, dans la parole du sujet, c'est où les signifiants ne font plus chaîne pour lui, et donc comment, petit à petit, il va se situer soit dans le discours du maître, ou le nouveau discours du maître, là, qui est le discours capitaliste, qui est une perversion, comme on l'a vu, puisque c'est la copulation perverse du discours du maître avec le discours universitaire, ou il se situe dans le discours universitaire dès qu'il parle de choses dont il a seulement entendu parler, mais on lui a dit que c'était ça, et il les répète, mais il les a pas expérimentés. Il n'a pas mis son corps là-dedans. Ce qui fait la différence avec la psychanalyse, c'est qu'on y met son corps. C'est-à-dire que on peut pas se confronter à la vérité sans enjeu, sans un enjeu. Et là, il faut y mettre son corps et voir les effets de la parole sur le corps. C'est pour ça qu'il est impossible de comprendre quoi que ce soit à la psychanalyse sans en faire l'expérience directe. Freud lui-même le disait, et Lacan le dit d'une très belle manière lorsqu'il parle de la linguistique, et il dit, la linguistique a beau posséder le mode opératoire de la psychanalyse, ça ne la rend pas pour autant capable de comprendre quoi que ce soit à la psychanalyse. Parce que c'est impossible de saisir sans en faire l'expérience par le corps. Puisque c'est du nouage de la parole dans le corps que va naître la possibilité pour le sujet de se ressaisir lui-même de sa qualité, ce qui fait sa qualité, c'est-à-dire le fait d'être un être parlant. Il n'y a pas d'autre qualité que celle-là pour un être humain. C'est-à-dire que l'être humain, de le placer au centre de la création, comme la fleur de la création, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, narcissique, et puis surtout contre-productif. Parce que la place de l'être humain, elle n'est pas d'être au centre, elle est d'avoir la responsabilité de quelque chose. Donc la responsabilité, tout simplement parce que ça veut dire répondre. Et répondre, ça veut dire se confronter à la parole pour se mettre au service de la parole et répondre de cette parole par rapport à ceux qui ne peuvent pas en répondre. Donc être responsable, c'est être responsable pour les autres. C'est-à-dire être responsable de sa position d'être parlant dans la collection immense des êtres de cette planète. Donc ça, c'est une perspective qui est analytique. C'est pour ça que l'analyse n'est en aucun cas, n'a en aucun cas, une finalité individualiste.
puisque ce qui la caractérise, c'est son discours, et son discours est un lien social, et toujours d'abord un lien social à deux, afin que puisse se saisir pour le sujet le fait qu'il est toujours déjà à la recherche de lui-même sous la forme d'un objet. C'est ça le cercle vicieux, et c'est ça qui correspond à la division subjective. C'est pour ça qu'il y a une étape dans l'analyse qui s'appelle la destitution subjective, parce que c'est une fausse subjectivité qui est destituée et qui laisse la place à cet inconnu qui est le sujet, dans la mesure où il n'est pas discernable en lui-même, mais seulement repérable par ses objets et par sa place dans les discours, et le travail lui permet de faire un cheminement dans les discours de telle manière que petit à petit, il se conforte sur cette, non pas équilibre, mais équilibrisme de se mettre tout le temps dans le mouvement de la parole afin de laisser la parole le traverser et le dire en tant que sujet. Alors qu'est-ce que c'est que l'objectivité dans tout ça? Eh bien, il y a une phrase de Glover qui est très très bien là-dessus. Il dit que l'objectivité, c'est l'étude des moyens par lesquels le sujet va relier ce mouvement pulsionnel à des objets. L'objectivité, ce n'est rien d'autre que ça. L'objectivité, c'est la capacité d'asseoir correctement la relation de la motion pulsionnelle à l'objet instinctuel, que les buts de la pulsion soient gratifiés ou non. Pour arriver à ce stade d'objectivité qui est justement ce qui aujourd'hui caractérise ce qu'on appelle la science. Alors, la science au début, c'était censé être une sorte d'objectivité, mais faisant l'impasse, on l'a déjà vu, sur le sujet. Ce en quoi la psychanalyse est d'une scientificité supérieure à la dite science, du fait qu'elle ne peut pas concevoir qu'on applique une rigueur logique absolue aux objets et pas aux sujets qui observent les objets. Donc la rigueur demande à avoir la même rigueur logique pour traiter des objets que du sujet qui observe les objets. Sinon, le manque de rigueur du sujet va se trouver dans les objets eux-mêmes. Et cette objectivité scientifique qui a déterminé la science jusqu'à maintenant, plus depuis quelques décennies, où petit à petit, l'imaginaire a pris la place du réel, même dans la scientificité, puisqu'aujourd'hui, ce sont des modélisations informatiques, c'est-à-dire des statistiques, qui vont s'appeler abusivement science et qui ne sont pas de la science, puisque non seulement il n'y a plus le sujet, mais l'objet lui-même n'est qu'un flux de statistiques qui convergent vers une sorte d'abstraction, où bien sûr, ce qui est fait en plus, ça c'est un cran de plus d'élimination du sujet. Donc c'est une idéologie d'élimination du sujet. Mais bien sûr, pour arriver à ce stade-là, qui est un stade délirant, d'ailleurs je vous renvoie à une conférence de Grothendieck qui est superbe là-dessus, où il explique au CERN, mais pourquoi continuer à faire de la recherche scientifique? Bon, je rappelle Grothendieck quand même, en tout cas c'est mon voisin Pierre Lochac qui dit ça, c'est le plus grand mathématicien depuis Pascal, voire Pythagore. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est un génie des mathématiques et qui, lui, a voulu sortir justement du discours scientifique sans avoir tout à fait les moyens, disons, discursifs, mais par contre la très grande connaissance de l'impasse mathématique, puisqu'il est un mathématicien de très haut niveau. Et donc cette objectivité-là, qui est le fantasme absolu, mais qui arrive aujourd'hui à un degré de ridicule, puisque on va qualifier de scientifique des modélisations informatiques, alors qu'il y a rien de scientifique là-dedans. C'est du pur imaginaire de calcul. C'est-à-dire, ce sont des calculs imaginaires. Mais évidemment, ni pour les objets, ni pour les sujets, ça a quelque chose qui dénote d'un quelconque progrès. D'ailleurs, Lacan le dit très précisément dans l'insu que c'est de l'une bévue, c'est la mort.
la science n'a jamais fait de progrès pour lui. C'est-à-dire qu'il dit nous n'avons pas plus de science que les tailleurs de silex. Tout simplement parce que la science ne fait que tourner en rond. Hein. Elle fait que tourner en rond parce qu'elle refuse le fait qu'il y a ce mouvement circulaire que nous tournons tous en tant que sujet autour du même réel. Donc nier le sujet, c'est nier ce réel-là, et donc c'est donner l'illusion qu'il y a un progrès, alors qu'il y a un progrès technologique, mais pas un progrès au sens humain, puisque le progrès au sens humain ne peut être un progrès d'ordre symbolique, donc un progrès dans la parole, par la parole. Donc il y a quelque chose là qui est totalement illusoire, et encore plus illusoire avec la modélisation informatique. Aucun résultat de la science n'est un progrès. Contrairement à ce qu'on s'imagine, la science tourne en rond et nous n'avons pas de raison de penser que les gens du silex taillé avaient moins de science que nous. La psychanalyse, notamment, n'est pas un progrès, puisque ce que je veux vous indiquer, puisque malgré tout, je reste près de ce sujet. La psychanalyse, notamment, n'est pas un progrès. C'est un biais pratique pour mieux se sentir. Ce mieux se sentir, il faut le dire, n'exclut pas l'abrutissement. Mais pour revenir sur la possibilité de se situer dans le monde extérieur, c'est-à-dire un monde objectal, si tant est qui ne puisse être qualifié d'objectif, puisqu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la parole, donc du sujet, et donc de l'autre, et donc pris dans une altérité radicale qui détermine par le désir l'ensemble des comportements, des attitudes, de ce qui se passe dans l'histoire de sujet, eh bien, pour être là-dedans, dans une possibilité ne serait-ce que de considérer les objets, c'est absolument impossible sans avoir au préalable calmé les agitations du sujet lui-même, du sujet en tant qu'il est pris dans le corps, et que dès que le corps est parcouru par des émotions, des angoisses, des douleurs ou quoi que ce soit, il est impossible de s'occuper d'objets extérieurs à soi, c'est-à-dire objet étymologiquement ce qui est jeté devant. Parce que il s'agit d'avoir d'abord conquis une certaine stabilité par rapport au monde extérieur. Et cette stabilité, paradoxalement, elle passe déjà par un certain type de considération de l'objet, mais cet objet-là n'est pas un objet matériel, c'est l'objet en tant qu'il est l'objet du désir de la mère. Donc, en tant que l'enfant va chercher sa reconnaissance dans les yeux de sa mère, en tout cas de l'instance maternelle, si c'est pas sa mère, c'est quelqu'un d'autre, mais l'objet du désir, originellement, n'est rien d'autre que le signifiant de sa reconnaissance. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour un être humain, c'est d'être signifié par un autre être humain, en tant que sujet. Voilà, c'est ça l'objet. Donc, il n'y a pas d'autre objet du désir que le signifiant de sa reconnaissance. Et c'est pour ça que la psychanalyse est un acheminement vers la parole. Et c'est pour ça aussi que la psychanalyse est un discours. Et donc une critique du discours, donc qui amène la possibilité de l'émergence d'un sujet. Et là, nous rebouclons avec cette notion de désir, puisque c'est le désir qui fait sa loi au sujet, et c'est le langage qui fait sa loi au désir. Que le sacrifice est destiné non pas du tout à l'offrande, ni au don, se propage dans une bien autre dimension, mais à la capture de l'autre comme tel dans le réseau du désir. La chose serait déjà perceptible, à savoir ce à quoi il se réduit pour nous sur le plan éthique. Il est d'expérience commune que nous ne vivons pas notre vie, qui que nous soyons, sans offrir sans cesse à je ne sais quelle divinité inconnue le sacrifice de quelques petites mutilations que nous imposons, valables ou non, au champ de nos désirs.
Donc en tant qu'éthique, la psychanalyse est indissociable de quelque chose qui se présente comme une faute. On trouve ça bien sûr dans la tradition, judéo-chrétienne en tout cas, avec cette histoire de péché, mais in fine, c'est un universel qu'on retrouve partout, même s'il n'est pas établi de la même manière. Et donc, cette faute-là, c'est vraiment ce qui permet à Kafka de développer toute son œuvre avec la culpabilité et le fait d'être dans une obligation morale. Et cette obligation morale, lui, il la situe du côté du père, mais un père qui est justement trop vivant, il a quelque chose d'obscène parce qu'il est trop là, d'une certaine manière. Alors que la fonction paternelle, comme dit Freud, c'est le père symbolique, c'est le père qui est mort, donc il n'est plus là. Et ce en quoi il établit son pouvoir. Or, l'impasse à laquelle est confronté Kafka, c'est que son père, lui, il est trop présent en quelque sorte. Il y a quelque chose de palpitant, il y a une jouissance qui est dérangeante là-dedans, mais c'est pas tant l'excès de vie qui est à retenir là, c'est que cet excès de vie qu'on trouve chez le père kafkaïen, et qui a quelque chose d'obscène, et qui traduit une impasse dans le réel, ça signifie l'impasse du système symbolique lui-même. C'est-à-dire le système symbolique est troué, il est faillé. C'est-à-dire que l'impasse logique est inhérente au système symbolique. La logique elle-même est faillie. C'est pour ça que, aussi bien Freud que Lacan vont devoir recourir au mythe. Et la psychanalyse, en tant qu'elle est une éthique, bien sûr, va mettre en scène quelque chose de l'ordre d'une possibilité d'évaluer le parcours de l'analysant à partir de trois idéaux. Il y a toujours quelque chose d'idéal par rapport à ce qui n'est pas atteint et ce qui n'est pas atteignable non plus. Donc l'idéal de l'amour humain, en tant que c'est un amour médecin, c'est un amour qui soigne de tout, en quelque sorte, de toutes les souffrances, et qui est lié un peu à ce désir de reconnaissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un souci de retrouver un idéal d'authenticité, l'authenticité de l'enfant qui s'ouvre au monde comme ça, et qui ouvre ses possibilités au monde, et qui ne masque pas ses pulsions, qui ne masque pas la vérité qui le traverse, qui ensuite va bien sûr être recouverte par un autre discours. Donc on l'a vu avec qu'il meurt et qu'il est beau, je l'aime. Et puis le troisième idéal, c'est un idéal de non-dépendance, parce que justement cette non-dépendance, elle est une émancipation par rapport aux déterminations familiales. Nous sommes les seuls êtres de cette planète à décoder la genèse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas intégralement déterminés par notre genèse, c'est-à-dire notre système, le fait que nous soyons des êtres parlants, que nous soyons amenés à apprendre à parler, à nous acheminer vers la parole dans un sens de laisser monter la parole, de la parole déjà incarnée qui est ce corps vers la gorge, et non pas la rationalisation extrême, c'est-à-dire faire descendre l'imaginaire dans la tête et le faire sortir par la gauche en faisant penser que ça c'est la logique. Non, la logique prend en compte la parole déjà incarnée. Donc c'est un souci d'émancipation de sa propre généalogie. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, je vous libère. Donc il y a cette émancipation, tout en sachant que le prix de cette émancipation, c'est bien sûr la reconnaissance de la puissance du signifiant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'idéologie, mais on ne peut pas non plus s'extraire de toute détermination. Il y a une part dont nous devons nous extraire. Comme dit Hegel, il n'y a que la famille du roi qui ne se quitte pas. Nous sommes censés nous émanciper de la généalogie. Mais il y a autre chose de quoi nous ne pouvons pas nous échapper, c'est la loi. La loi en tant qu'elle est gouvernée par le signifiant. Et c'est ça le sens ultime de l'islam, je dirais. Bon,
pas du tout compris ni par les musulmans, ni par ceux qui se prétendent comme tels, puisque pour comprendre ce que veut dire l'islam, il faut passer par les deux religions précédentes et comprendre le passage de la loi judaïque, donc la voie législative, celle chrétienne, donc la voie de l'amour, et puis celle prophétique, c'est-à-dire devenir soi-même le prophète de son propre destin, à condition d'en référer au signifiant en tant qu'il est le retrait absolu devant quelque chose qui nous est supérieur et qui est cette puissance-là, qui n'est pas une puissance vitale en tant que vitaliste, mais qui est la puissance de vie pour l'homme, qui est la puissance de la parole elle-même.